En guise d'introduction, je pense que dans d'autres séminaires, c'était largement discuté, j'imagine. Mais je vous rappelle que le réchauffement climatique est une menace croissante pour la planète. La température est 1,25% plus élevée par rapport à l'époque pré-industrielle, mais plus de 0,6% par rapport à la période des années 90. Et cette augmentation est accélérée avec une vitesse croissante, préoccupe beaucoup d'experts qui pensent qu'au-delà de 2%, 2 degrés de plus élevé de température, les conséquences sur la santé humaine et sur la planète seraient irréversibles. On constate déjà l'impact du réchauffement climatique sur la planète avec des canicules de plus en plus souvent, des sécheresses, les incendies d'autre part, la pollution atmosphérique, les inondations et aussi de nouvelles maladies qui sont liées à ces changements climatiques. Ces changements présentent des risques pour la santé, à la fois à cause des incendies, la mortalité, la morbidité, mais aussi la détresse psychologique, qui créent une pression sur le système de santé avec plus de demandes pour les soins et avec plus de besoins d'organiser le système autrement. Mais en même temps, le système de santé ou le secteur de santé globalement contribue à ce réchauffement climatique. Et en 2019, le Green Deal européen a fixé l'objectif de neutralité carbone en Europe dans tous les secteurs d'ici 2050. Mais la contribution du système de santé sur le réchauffement climatique a été sous-évaluée et pas reçu beaucoup d'attention jusqu'à récemment. Ceci est en train de changer, mais il n'y a pas une stratégie léger, tout le monde compris, à long terme pour réduire cette empreinte du système de santé sur l'environnement. Dans ce contexte, nous avons fait 2 revues de littérature en collaboration avec le Haut Conseil de l'avenir de l'assurance maladie. C'était l'année dernière, les résultats ont déjà publié. Et l'objectif de notre recherche était d'une part identifier les domaines prioritaires et les stratégies efficaces pour réduire l'empreinte environnementale du système de santé, mais aussi comprendre les interrelations entre la décarbonation du système de santé et sa soutenabilité, avec l'objectif à la fin d'élaborer un cadre d'action pour réduire l'impact environnemental du système de santé en France. Nous avions une stratégie de recherche en plusieurs étapes. Nous avons premièrement fait une rapide revue pour résumer les preuves concernant l'impact environnemental du système de santé, avec l'objectif derrière d'identifier quels sont les secteurs qui nécessitent le plus d'attention. Ensuite, nous avons fait une scoping review pour identifier les interventions efficaces qui ont montré leur efficacité en tout cas, pour réduire l'impact des soins et des secteurs de santé. Avec l'objectif, comme je vous ai dit, après, nous avons tiré les conclusions de ces deux analyses pour écrire des perspectives, faire des recommandations pour la France. Je vais partager tout de suite les conclusions principales de notre recherche parce que j'aimerais passer ces 3 messages aujourd'hui dans ma présentation. Premièrement, dire que le système de santé a un impact majeur sur le climat, mais cette empreinte carbone du système de santé varie énormément d'un système de santé à l'autre. Je vais revenir sur ça largement. Mais la bonne nouvelle est qu'il est possible de réduire l'impact des soins de santé sur l'environnement et ainsi renforcer à la fois la résilience et la soutenabilité du système de santé. Quand on revient à l'impact environnemental du système de santé, maintenant en France, on sait grâce à l'étude de Chypre, que Laurie, je pense, va revenir à tout à l'heure, et le secteur de santé est responsable à peu près de 8% des émissions nationales de gaz à effet de serre en France. Quand on regarde internationalement, cette empreinte varie selon les systèmes de santé entre les pays.
Et on voit que l'empreinte par habitant est plus importante dans les pays à revenus le plus élevé. Et vous voyez l'ordre de grandeur qui varie de 6 tonnes de CO2 par 100 personnes en Inde, qui représente à peu près 3% des émissions d'effet de serre, à 151 tonnes pour 100 personnes aux États-Unis, qui représente 10% des pollutions. Donc, on voit bien que les émissions ou l'empreinte carbone des systèmes de santé est directement corrélée avec les dépenses de santé. Les pays qui dépensent le plus ont un impact carbone plus important. Mais quand on creuse un petit peu et quand on compare l'impact du système de santé entre différents pays à revenus un peu comparables, on voit qu'il y a quand même des différences importantes, mais aussi l'intensité carbone, c'est-à-dire émissions CO2 par dollar des dépenses de santé dépensées, varie considérablement. Et cette intensité carbone des dépenses, c'est plus élevé dans les pays en voie de développement, avec la Chine et la Turquie étant en tête des pays qui polluent le plus par euro. En même temps, tous les experts sont d'accord que la contribution de soins au changement climatique va augmenter avec l'accroissement de la demande et des dépenses de soins dans le monde. Il est attendu que les pays en voie de développement, en tout cas, augmentent leurs dépenses à environ 4% par an dans les 20 prochaines années. Et donc, vous voyez bien qu'au moins que des mesures soient rapidement mises en place, pas que dans le pays à revenus élevés, mais aussi dans les pays en voie de développement, et on aura difficulté à contenir l'impact du système de santé sur l'environnement. Quand on regarde l'impact du système aussi, on distingue souvent les émissions directes et indirectes. C'est quoi les émissions directes? Les émissions directes sont des émissions qui peuvent être contrôlées par les fournisseurs de soins dans le système de santé. C'est des utilisations de gaz plus ou moins polluants en anesthésie, par exemple, les transports des patients ou des professionnels de santé, la consommation d'énergie et d'eau par les fournisseurs de soins, à l'hôpital notamment, génération de déchets, gaspillage alimentaire, etc., des médicaments. Mais la plupart des émissions du système de santé sont des émissions dites indirectes provenant de la chaîne d'approvisionnement, notamment. Le Shift Project a estimé que près de 85% des émissions CO2 en France sont des émissions indirectes, liées notamment à la fabrication des pharmaceutiques, production d'énergie, matières premières, mais aussi l'agriculture, transport des patients, etc. Quand on regarde les secteurs qui polluent le plus au sein des systèmes de santé, on voit premièrement l'hôpital. L'hôpital représente dans tous les pays près de 40%, bon, ça, entre 25, 30 ou même près de 50% des émissions dans le système de santé. Dans l'hôpital, c'est les soins aigus, quelle que soit la pathologie. En fait, quelle que soit la maladie, le problème de santé, quand vous passez à l'hôpital, votre empreinte carbone, c'est 2, 3, 4, 5, 10 fois plus élevée que si vous êtes soigné dans des structures de soins primaires, soins de longue durée, etc. À cause de l'énergie et la consommation nécessaire dans ces structures quand même complexes et lourdes. Opération chirurgicale, c'est une domaine beaucoup étudié dans la littérature. En fait, la organisation même au sein de l'hôpital, en fait, c'est les salles opératoires et organisations de la chirurgie qui polluent le plus. Mais aussi, il y a pas mal d'études qui montrent que les gaz qui sont utilisés dans les anesthésies au cours des chirurgies ont un impact important. Et on va revenir sur ça, comment ceci peut varier. Deuxième domaine le plus polluant dans le système de santé, c'est les produits pharmaceutiques et médicaux. C'est la production, mais aussi l'approvisionnement de ces médicaments et leur consommation. Par exemple, en ville,
c'est une notion, pas tout le monde n'en a pas l'habitude. Effectivement, il y a les médicaments utilisés à l'hôpital, les anesthésiques utilisés à l'hôpital, mais aussi les inhalateurs à gaz, beaucoup utilisés pour le problème respiratoire chronique, comme le Ventoline. Ils sont extrêmement forts effets à gaz, évidemment. Troisième domaine le plus polluant, c'est les émissions liées au transport. Quand on dit ça, c'est à la fois transport des patients et des visiteurs, les familles, etc., mais aussi du personnel et aussi des marchandises, donc, qui représentent le plus de pollution dans le système de santé. Les soins qui sont, comme on dit, community care, et les soins primaires, services de proximité, santé publique, etc., ont relativement peu d'impact carbone par rapport à soins aigus plus compliqués et aux médicaments. Quand on regarde les interventions, c'est les résultats de notre scoping review des interventions efficaces identifiées dans la littérature, on voit plusieurs interventions qui ont bien montré efficaces. Tout d'abord, améliorer la consommation d'énergie, et notamment dans les hôpitaux. Des interventions ciblant la consommation d'énergie et de gaz en changeant le source d'énergie, évidemment, mais aussi la surveillance d'énergie, amélioration de l'isolation de bâtiments, par exemple, montre des effets notables, assez importants pour réduire l'empreinte carbone des hôpitaux. En même temps, il y a des fois, il y a des interventions tout simples en changeant les habitudes de consommation. J'ai noté ici un exemple qui vient de l'Australie. Et c'est petit, mais vous pouvez voir l'ordre de grandeur des choses. Juste le fait de changer la routine de stérilisation des machines à stérilisateur à vapeur, le fait d'éteindre juste 4 machines lorsqu'elles ne sont pas utilisées permet de réduire les émissions de consommation d'électricité de 26% et la consommation d'eau de 13%. C'est des chiffres viennent de l'Australie. Il y a pas mal d'exemples aussi qui montrent une réduction de déchets matériels et médicaux en améliorant le recyclage et réduction de la production de déchets dangereux et de plastiques à usage unique par la stérilisation peut être assez efficace. Je note quand même en bémol qu'effectivement l'impact de recyclage et stérilisation dépend aussi de sources d'énergie utilisées dans le pays. Évidemment, si on utilise des sources d'énergie fossiles, c'est pas forcément bénéfique de faire plus de recyclage. Il y a aussi pas mal d'études dans la littérature qui regardent la réduction des déchets alimentaires dans les établissements de santé. Apparemment, le gaspillage et les déchets alimentaires en santé, c'est une des plus fortes par rapport aux d'autres domaines, par exemple par rapport aux alimentations dans les bureaux, etc. Parmi les interventions efficaces, on a très clairement des alternatives anesthétiques, des gaz polluants et écolisation des pratiques médicales. Elles sont aussi montrées en rechangeant juste le type d'anesthésique utilisé à forte teneur à gaz en effet de serre avec les alternatives qui existent. On peut redire évidemment ceci, mais comme aussi je viens de parler tout à l'heure, les inhalateurs doseurs MDI qui sont utilisés en ville peuvent aussi être remplacés par des alternatives non gazeuses qui peuvent avoir un impact important. Il y a une très importante littérature sur la télémédecine. Ils suggèrent tous que la télémédecine, en réduisant l'émission liée au transport, peut être bénéfique pour l'environnement. J'ai mis ici un exemple qui vient d'Angleterre.
pendant Covid, en organisant des téléconsultations, comme ils peuvent réduire fortement les émissions liées aux consultations. Et quand on compare les émissions des téléconsultations en elles-mêmes, c'est très petit par rapport à l'énergie sauvegardée par téléconsultation. Encore ici, effectivement, les bémols, la littérature note très clairement que pour que téléconsultation sert à réduire l'effet de serre, il faut qu'il ne soit pas remplacé par des visites directes ensuite, parce que ça existe. Des fois, téléconsultations sont utilisées juste avant une visite. Et aussi, il faut que les distances soient assez importantes pour réduire les émissions significativement. Donc, la littérature vient des pays comme l'Australie, mais aussi de la Suède, montre clairement que téléconsultation peut être plus utile dans des zones rurales où les distances, souvent, c'est plus loin pour visiter un médecin. Je voudrais aussi noter qu'il y a de plus en plus d'initiatives pour améliorer les chaînes d'approvisionnement médical, même si c'est difficile, c'est plus difficile à faire. Il y a des initiatives internationales comme Healthcare Without Harm qui développent de recommandations pour faire green approvisionnement. Mais pour l'instant, il y a très peu de données pour pouvoir évaluer l'impact de ces guidelines, soutien au pays pour green approvisionnement. Pour finir sur les interventions, ce que je voudrais aussi souligner, qu'effectivement, toutes ces interventions que j'ai citées tout à l'heure sont efficaces, montrer leur efficacité, mais quand on compare leurs impacts individuels, pour qu'ils aient un effet important sur le changement climatique, il faut qu'ils soient systématiquement généralisés et dans le système de santé à travers les fournisseurs de soins, mais aussi ils doivent faire partie d'une approche systémique plus importante. On a noté plusieurs approches dans la littérature, c'est ce qu'on appelle comme Green Protocol. Là, l'exemple que j'ai noté, ça vient de la Suède, qu'ils ont introduit un protocole qui consiste en 3 étapes qui incite une audit climatique pour identifier les sources des émissions et leur magnitude. Et pour chaque fournisseur de soins, qu'il soit à l'hôpital, au centre de soins, etc., pour pouvoir établir les priorités et où il faut cibler les efforts. Ça, c'est super important. La littérature suggère que rien que de faire une audit climatique peut contribuer largement avoir la conscience et changer les comportements des fournisseurs de soins. Après, effectivement, dans le protocole, il y a des différents types de mesures qui sont introduites en parallèle, par exemple, à la fois le recyclage, à la fois réduire le chauffage, modifier aussi les pratiques médicales, etc. Et puis, ensemble de ces mesures dans le protocole permettent de réduire jusqu'à 40% quand même des émissions de CO2 par patient. Là, on commence à parler des effets beaucoup plus importants. En termes des approches systémiques, l'exemple le plus connu et le plus impressionnant, si je peux dire, c'est le système national de santé en Angleterre, et avec la création de Sustainable Development Unit en 2008 et mise en place d'une roadmap pour la santé durable. Et pour arriver à neutralité carbone du système national de santé en anglais d'ici 2045. Je note que l'Angleterre, c'est le premier pays qui a clairement mis l'objectif de neutralité carbone et commencé à mettre tout en place depuis les années 2010 avec une stratégie exhaustive portant sur l'ensemble du secteur de santé. Quand je dis ensemble du secteur de santé, ensemble de fournisseurs de soins, donc les stratégies varient de isolation des bâtiments, des établissements de santé pour
augmenter, pour réduire consommation d'énergie, essayer de shifter les sources fossiles avec les énergies renouvelables plus propres, en tout cas, réduire la transportation, réduire le gaspillage, etc., etc. Et entre 2007 et 2017, l'émission de carbone en Angleterre est réduite de 19%, malgré une augmentation de demande, le nombre de patients soignés, si vous voulez. Donc, l'intensité carbone est réduite de 35%. Et là, les objectifs ont mis renouvelés, en tout cas récemment en 2023, avec plus de réduction de consommation d'énergie et de l'eau et de l'utilisation de gaz médicaux, etc. en Angleterre. J'arrive pas à passer le slide. OK. Donc, globalement, si je résume de notre littérature sur les interventions, on voit que les preuves et les exemples sont prometteuses. Hein. Dans tous les secteurs, il y a de nombreuses interventions, je dois que dire de plus en plus au niveau des fournisseurs de soins qui sont en train d'être réfléchis, introduits, etc. Il y a aussi des interventions prouvées efficaces, en tout cas c'est très prometteuse, si introduites au niveau macro, par optimisation des sites, plan de développement durable, etc., avec des efforts également de améliorer le champ d'approvisionnement. En même temps, je peux dire que les preuves et les exemples sont prometteuses, mais insuffisantes, parce que la plupart des interventions concernent surtout l'hôpital et des interventions au niveau micro. Il y a très peu d'informations sur l'organisation de soins, par exemple, par une comparaison de parcours de soins, tel parcours versus une autre, quel impact carbone, etc. Et l'épreuve vient aussi de très peu de pays et de régions. On voit très bien que toutes les estimations d'impact et estimations des interventions très liées au contexte national et les sources d'énergie locaux. Donc, il était important de multiplier l'évidence et des preuves par pays, par fournisseur de soins, par région, etc. Il faut plus de données et une surveillance continue des émissions dans différents contextes de soins, par fournisseur de soins, etc. Il y a aussi un besoin de mieux comprendre les liens entre la performance du système de santé et son empreinte carbone, parce qu'on voit très clairement que les deux sont très liés. Et je dirais aussi qu'il y a un domaine qui manque, parce que une fois qu'on a dit, voilà, telle intervention est bien, c'est quoi le coût de cette intervention? Quand je dis le coût, c'est le coût économique, effectivement, mais aussi le coût humain par rapport à... la littérature, c'est un peu plus faible sur les coûts. Souvent, on donne des estimations sur l'économie en termes de réduction de carbone, mais pas combien ça va coûter de mettre en place telle ou telle intervention. Je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire, les co-bénéfices des interventions dans le secteur de santé. Donc, comme je vous ai dit, nous, on a pris les résultats de ces deux revues de littérature pour un peu réfléchir, avoir des perspectives pour améliorer la soutenabilité environnementale du système de santé en France et ailleurs. Et donc, je rappelle que la soutenabilité est définie par les Nations Unies, la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Donc, dans cette vision, je voudrais souligner que la soutenabilité environnementale et financière du système de santé sont étroitement liées. Souvent, dans les têtes des gens, il y a un enjeu économique versus environnemental. Certes, il y a des situations comme ça, mais globalement, quand on prend le grand la vision un peu plus globale, les deux vont dans la même direction. Investir dans la soutenabilité environnementale et des systèmes de santé est une responsabilité avant tout, mais peut-être également une opportunité
pour améliorer la performance, la soutenabilité globale des systèmes de santé, parce que ces stratégies de mitigation peuvent avoir des bénéfices mesurables en termes de promotion de la santé, en termes de qualité des soins, pertinence des soins, l'efficience économique, mais aussi plus globalement au-delà du système de santé des communautés résilientes. Mais pour ceci, il faut avoir une vision quand on pense comment réduire l'impact environnemental du système de santé, une vision plus globale qui combine une série des actions et stratégies à différents niveaux. Si je résume notre réflexion, ça c'est le cadre théorique qui pour nous qui lie les liens entre le système de santé, changement climatique et les stratégies d'intervention pour atténuer l'impact du système de santé. Si je résume, le système de santé contribue à changement climatique par les activités de soins qu'il produit directement ou indirectement. Et changement climatique en même temps influence les résultats des soins, la santé de la population et qui, avec les pollutions atmosphériques, etc., comme on avait vu, qui a aussi un impact sur le système de santé indirectement, avec plus de demandes de soins, avec plus de besoins de soins. Donc, pour renouveler le cycle, toutes les interventions qu'on appelle les green interventions au niveau des fournisseurs de soins, à droite du page, qui comme recyclage, meilleure source d'énergie, introduction de protocoles verts, penser à réduction de gaspillage dans les établissements, etc. C'est extrêmement important pour réduire l'impact des soins de santé. Mais quand on veut l'enjeu de réchauffement climatique, l'accélération de réchauffement climatique et les effets des impacts des différentes interventions, on voit que ces interventions vertes ne seront pas suffisantes, toutes choses égales, par ailleurs, comme on dit en économie. Donc, il faut également penser en même temps comment on organise les soins pour que le système de santé soit plus environnementalement soutenable. Et donc, à gauche de l'écran, en fait, les stratégies qu'on appelle au niveau systémique, il y en a plusieurs et qui visent différentes choses. Par exemple, on peut d'emblée essayer de réduire les demandes de soins avec des campagnes de prévention primaire pour que les gens soient en meilleure santé par éducation de la population, information, mais à la fois pour améliorer la santé, mais aussi changer l'attitude de consommation de soins des gens parce que on a quand même aussi une responsabilité chacun quand on achète des médicaments par exemple et on ne l'utilise pas, ça a un impact direct sur l'environnement. Donc il faut toute une campagne de prévention, d'éducation et d'information de ce côté-là. Après il y a des interventions pour mieux organiser les soins. Comme on a vu, l'hôpital, c'est un secteur qui pollue le plus. Donc, on peut penser une réorganisation de soins plus fluide avec des parcours de soins plus fluides. C'est un objectif en soi d'ailleurs pour une meilleure qualité de soins là, dans le système de santé. Donc, en disant, voilà, quel soin doit être fourni dans quel type d'environnement. Et aussi, il ne faut pas oublier que les pratiques médicales cliniques varient et énormément responsables aussi de peut-être une force majeure pour réduire le gaspillage, pour améliorer les fournisseurs, le protocole de soins, etc. Il y a quelques exemples dans la littérature qui montrent que avec une meilleure suivi des patients, par exemple, on peut réduire les complications de telle ou telle maladie, notamment chronique. Et l'exemple que j'ai en tête, c'était sur le diabète. Mais tout ceci a un impact aussi sur l'environnement parce que quand on réduit les complications d'une maladie avec une meilleure suivi, par exemple, d'une patiente,
On réduit les hospitalisations, on réduit les réadmissions, on réduit les complications et qui va nécessiter plus d'intervention, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai une mal à passer là, changer les slides. OK. Donc, si je résume sur cette base nos recommandations pour améliorer la soutenabilité environnementale du système de santé en France, on avait noté qu'il faut une vision globale, il faut une roadmap multi-action, multiniveau qui va inclure tous les acteurs en France. On a fait on est en train de faire des progrès, ça je dois noter avec plaisir d'ailleurs. En mars 2023, il y a un comité stratégique sur la transition écologique au ministère de la Santé a été créé et très récemment, la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, a aussi créé une unité pour penser à une roadmap pour réduire l'empreinte environnementale du système de santé. Donc, il y a des choses qui bougent assez rapidement, pas assez rapidement, qui bougent, mais effectivement, j'espère qu'il y aurait des mesures concrètes rapidement. Parce qu'en France, on voit surtout, parce que c'est dans toutes les études qu'on voit, quand on regarde la performance du système de santé, le mal du système de santé français, c'est la prévention primaire surtout. Et on a vraiment besoin de renforcer la prévention primaire et puis l'habitude de consommation de soins. Et aussi, comme je viens de dire, la pratique clinique, c'est très important. Les études que nous menons à l'IRDES, par ailleurs, montrent qu'il y a une énorme variation des pratiques médicales entre les régions, entre les départements, et avec une marge importante pour réduire le gaspillage et améliorer la pertinence des soins. Et donc, on peut aussi penser une organisation et des structures de soins plus locales, plus vertes. Mais pour ceci, avant tout, je pense en France, on a besoin de mesurer plus systématiquement l'empreinte environnementale des soins, systématiser en tout cas cette réflexion de dire c'est ce qu'on fait, combien ça pollue dans différentes structures, domaines, niveaux, etc. Avant de finir, je voudrais juste dire qu'on a besoin de plus de recherche dans plein de domaines, mais j'ai noté, comme économiste que je suis, les domaines que nous-mêmes, on doit penser en priorité à intégrer l'empreinte écologique dans l'évaluation économique. On commence à petit, il y a des choses qui ont commencé à être sorties, mais très, très récemment, de repenser comment on évolue au bénéfice des différentes technologies, médicaments, etc. Et comme j'ai aussi dit, on a aussi besoin de mesurer mieux les coûts des interventions efficaces pour faciliter leur acceptabilité et puis voilà, prévoir leurs coûts, l'investissement nécessaire. Identifier et mieux partager les innovations. Je pense que là, ceci très, très important de faire publicité à bonnes pratiques et niveau de technologie organisationnelle, clinique, etc. Mais aussi penser les déterminants, bon, c'est pas mon domaine, mais c'est pour les sociologistes et d'autres sciences sociales, et appréhender les déterminants comportementaux. Qu'est-ce qui fait qu'on change de comportement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que certaines interventions soient acceptées et utilisées plus largement par les professionnels de soins, par les gens publics, etc. Et finalement, effectivement, en économie, on sait qu'on ne peut pas modifier certains types de comportements sans un financement approprié et qui incite aussi les changements et puis donner les possibilités d'introduire les innovations vertes qui ont fait leurs preuves, etc. Donc, ça, c'est un domaine aussi qui nécessite plus de recherche pour trouver des solutions intégrées dans le paiement des fournisseurs de soins, comme on peut
rémunérer ces investissements-là. Donc, en conclusion, je voudrais dire que le secteur de santé contribue donc au réchauffement climatique tout en étant directement influencé par ses conséquences négatives. Il est donc nécessaire, mais aussi possible d'améliorer l'offre de soins et réduire l'empreinte carbone du système de santé. Et les stratégies d'atténuation dans le secteur de santé peuvent contribuer à la fois la lutte contre le changement climatique, mais aussi avec des avantages significatifs en termes d'économie et d'organisation de santé. Je veux juste dire qu'on n'a pas 50 ans pour faire tout ça. Et je pense que c'est urgent d'agir, c'est urgent de penser collectivement comment on peut aller plus vite et partager les connaissances pour aller plus vite. Et je note aussi que les rapports, les deux revues littérature ont publié sur le site d'IRDES accessible. Les rapports longs sont en anglais, mais nous avons aussi une version courte, la synthèse dans le fond de questions d'économie de la santé de l'IRDES en français sont disponibles sur le site de l'IRDES. Enfin, je m'intéresse beaucoup à la question des co-bénéfices, c'est-à-dire quand on a une action pour réduire l'empreinte carbone, est-ce que par ailleurs, cette action a des co-bénéfices pour la santé? On s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des façons de réduire les émissions qui peuvent être moins favorables pour la santé, voire défavorables pour la santé. Alors, et donc, toi, tu as bien dit qu'il fallait lier cette question de la réduction de l'empreinte carbone avec la question de l'évaluation des performances du système de santé. Donc, moi, j'avais une question ciblée sur la télémédecine. Donc voilà, on comprend bien que c'est une façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je me demandais si, est-ce qu'il y a aussi toute une réflexion qui vise à s'interroger sur une potentielle dégradation de la qualité des soins si on transférait une partie trop importante des contacts avec les professionnels de santé sur le mode télémédecine. Donc voilà, est-ce que c'est pas une stratégie de décarbonation qui comporte aussi des risques si elle est poussée à l'excès? C'est une question un peu naïve. Je ne connais pas la littérature sur ce sujet. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, c'est une question très, très pertinente. On en a d'ailleurs déjà un peu discuté avec Laurie sur plusieurs reprises. Effectivement, parce que dans la télémédecine, il y a tout. Il y a les bons, il y a les mauvais exemples, il y a des bons exemples. C'est pour ça que je voulais souligner, parce que c'est très facile de déjà avoir des téléconsultations non pertinentes. Mais aussi, on peut avoir des téléconsultations pertinentes. Et aussi, en France, on sait qu'il y a des zones ruraux. Les déserts médicaux, c'est un domaine assez bien connu. En fait, les exemples, de point de vue de patient, à la place d'aller à un médecin inaccessible, en fait, accessibilité au médecin peut être augmentée grâce à la télémédecine. Donc, il faut imaginer des cas comme ceci. Il faut aussi imaginer des cas, parce qu'il n'y a pas que télémédecine, que les consultations comme on a noté, parce qu'il y a différentes modalités de télémédecine, notamment des consultations entre les professionnels de santé. Et il y a des exemples, même en France, des spécialistes qui interviennent dans les EHPAD. Donc, il y a une infirmière qui est sur place, etc. Donc, on peut imaginer des modalités en prenant en compte la qualité de point de vue des patients tout en augmentant l'accessibilité. Will Vade dit j'ai vu des initiatives pour le bâtiment et les consommables, mais tellement peu pour la mobilité, sauf la télémédecine. Comment imaginer les transports vers les structures de soins ou vers les patients de manière soutenable? J'exerce en tant que vétérinaire. Donc voilà, des interventions sur les transports autres que la télémédecine. L'exemple concret, ce qu'ils ont fait en Angleterre, NHS, il a remplacé tous les véhicules par des véhicules électriques. En tout cas, c'est dans leurs objectifs, soit c'est fait, soit ça va se faire complètement dans quelques années.
Donc, déjà, les modes de transport, mais aussi meilleure organisation de transport. Je ne sais pas qui avait dit, mais les gens qui travaillent en santé savent qu'en France, il y a quelque chose qui s'appelle les taxis, les transports par taxi. L'assurance maladie paye ceci. Mais si vous voulez partager votre taxi avec un autre patient, ceci n'est pas remboursé. C'est tout bête, mais c'est juste comme ça. Donc, je pense qu'on peut penser à un mode d'organisation différent. Les établissements de soins, ils peuvent mettre en place des visites, je sais pas, des séances en fonction de ça, etc. Donc, Juste peut-être pour se remettre un petit peu dans le bain, parce que en ce moment, nous avons des températures hivernales normales, donc on a du mal à se rappeler ce qui se passe le reste de l'année parfois, et même au niveau mondial. Donc je recontextualise un tout petit peu avec des éléments que je trouve notamment auprès de climatologues, parce que ce n'est pas du tout mon métier. Mais au mois de décembre, pour rappel, on a eu des températures assez extrêmes pour un mois de décembre, hein, parce qu'elles étaient quasiment estivales. Donc ça, c'est le sud de la France et l'est de l'Espagne à ce moment-là. Donc au mois de décembre, effectivement, plus de 25 degrés en France, ça devrait être quelque chose qui nous sidère un peu. Et pour le coup, c'est sidérant pour les spécialistes du domaine, mais ça l'est peut-être pas encore suffisamment pour la population qui trouve plutôt agréable de sortir en t-shirt. La végétation, elle, apprécie beaucoup moins et s'ensuit un certain nombre de conséquences qui, par effet ricochet, arriveront bien entendu sur la santé des individus. Alors ça, c'était juste la France, hein, mais si on regarde au niveau mondial, octobre, novembre, c'était la série, encore, hein, toute l'année a été comme ça en fait, hein, la série des records. Il y a très peu de bleu sur la carte. Alors certes, hein, nos collègues suédois, finlandais n'étaient pas contents, parce qu'ils avaient un tout petit peu plus de froid que d'habitude, mais malheureusement, sur le reste de la planète, on est en anomalie de température excessive, hein, et non pas inférieure par rapport au normal, avec des écarts quand, par exemple, on est au niveau des pôles qui sont très élevés, qui peuvent dépasser 7 degrés d'écart à la norme. Et on a déjà eu bien plus que ça d'ailleurs au niveau des pôles, avec parfois 20 degrés d'écart à la norme l'année dernière, je crois, par exemple. C'est un peu gênant parce que, enfin, c'est plus qu'un peu gênant, évidemment, mais les pôles sont les régulateurs, font partie des grands régulateurs, on va dire, thermiques de la planète. Et évidemment, ça fait partie des éléments dont il faut se soucier. Une autre petite représentation de la température mondiale au niveau de la surface, enfin de l'air. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que ici, vous avez les moyennes, hein, à chaque fois, et la moyenne se situe au niveau des derniers pointillés pour les 30 dernières années. Donc, par rapport à la moyenne, évidemment, ben, on est au-dessus, hein. On n'arrête pas d'enchaîner les records quasiment d'année en année, pas tout à fait, mais c'est pas très loin de ça. Et vous pouvez constater qu'à partir de mai, à peu près, l'année 2023 a opéré carrément un décrochage, hein, en termes de température. C'est-à-dire que non seulement on est entré dans des nouveaux records qui n'avaient jamais été enregistrés au niveau de la température mondiale auparavant, mais en plus de ça, c'est pas un record qui est juste au-dessus du dernier record. Il y a vraiment un décrochage. Alors ça peut s'expliquer de différentes manières. Peut-être le retour du phénomène El Niño, qui est un courant marin qui a tendance à réchauffer l'atmosphère, cumulé au changement climatique, etc. Mais c'est quand même pas très rassurant parce qu'on sent qu'on fait des sauts qualitatifs, qu'on a l'impression de passer des paliers. Alors c'est peut-être temporaire, on va peut-être revenir en arrière après, mais néanmoins, ça donne des situations comme plus 2 degrés d'élévation de température. Je crois que c'était le 22 novembre, et puis on a répété ça 2 semaines après, en 2023. 2 degrés étant, pour rappel, la température moyenne qu'on est censé pas dépasser au niveau planétaire si on veut continuer à maîtriser ce qui se passe dans nos environnements et les conséquences du changement climatique. Alors bien sûr, c'est très ponctuel, c'était sur une journée, mais néanmoins, quand on regarde la moyenne planétaire de 2023, il me semble qu'elle se situe autour de 1,4 degrés, ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Encore une fois, ce n'est pas parce que 2023 a été 1,4 que nous sommes parvenus à 1,4. Il faudra que sur les 10 dernières années, on ait la moitié de ces années-là, je crois que c'est ça, hein, qui soit au-dessus de cette température. Mais néanmoins, voilà, ça représente des sauts en matière de moyenne. Et autant les records ponctuels peuvent ne pas être trop inquiétants, autant les sauts sont de moyenne, sont eux beaucoup plus préoccupants.
Et pour finir, on va dire ce tour d'horizon des températures, on voit ici en orange, hein, ça c'était les températures maritimes au niveau mondial qui sont très très hautes en 2023. Là c'est pareil, hein, c'est un gros sujet pour la faune et la flore maritime. Et on peut constater que 2024 s'est amorcé avec des températures complètement excessives par rapport à ce qu'elles devraient être en moyenne. Vous voyez ici où est la norme et vous voyez où sont les derniers records. Donc là, c'est pareil, on a tout à fait un saut en termes de température maritime. Je vous ai même mis le commentaire de l'agroclimatologue qui avait posté ces températures-là en disant que je vous écris avec beaucoup de gravité. Pour lui, c'est statistiquement indescriptible. Donc, ça peut être lié hein, aux événements convergents, comme je vous ai dit, El Niño et changement climatique à la fois, mais néanmoins, bien sûr, c'est préoccupant. C'est préoccupant, d'autant plus que ce climat, il a beaucoup d'effets sur la santé. Alors, tout n'est pas aujourd'hui, la principale menace pour la santé humaine, c'est certainement pas le changement climatique à T0 dans les environnements dans lesquels on se trouve. Cependant, la capacité qu'a le changement climatique à affecter la santé humaine dans les 10, 15, 30, 50 ans qui viennent, elle est colossale. Donc, on se prépare à des enjeux très, très forts en matière de coups de chaleur. On a déjà eu des coups de chaleur, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de mortalité, actuellement, on a probablement plus de problèmes avec la pollution, l'antibiorésistance et les modes de vie que strictement, stricto sensu, les coups de chaleur à parler. Mais néanmoins, si on les projette dans l'avenir, on s'aperçoit que ça peut potentiellement devenir catastrophique. Sur les maladies infectieuses, c'est pareil, c'est plutôt le transport international qui joue. Mais néanmoins, l'installation des vecteurs de maladies infectieuses, elle est favorisée largement par le changement climatique. Les événements extrêmes, c'est pareil. La qualité de l'air est empirée par notamment les vagues de chaleur, les migrations, les questions aussi en lien avec la qualité de l'eau. Et là, pour le coup, pas que dans les pays en voie de développement, hein, ces problématiques arrivent aussi au sein de notre pays et pas que en ultramarin. Hein. On a vraiment en France métropolitaine ce type de problématique. Je mets l'accent sur la santé au travail et la santé mentale parce que pour travailler sur le système de santé et sur les organisations de santé, on sait que ces organisations, qui sont des organisations publiques, qui accueillent donc du public, doivent être conçues ou pensées comme des potentiels abris pour les populations. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, des structures sociales qui peuvent représenter de réels abris en cas de forte chaleur, en cas d'événements climatiques extrêmes, parce qu'ils n'ont pas forcément été pensés pour ça. Et c'est le cas pour le public qui est accueilli ou les patients, mais c'est aussi le cas pour les professionnels qui travaillent dedans. Quand vous avez des chambres à 38 degrés, des blocs opératoires et qui ont toutes les difficultés à fonctionner parce qu'on n'arrive pas à les refroidir, etc., se pose bien sûr la question de la santé des professionnels dans ce type de conditions. Et les enjeux de santé mentale, on va le voir après, sont aussi très liés à ça. Donc rapidement, quelques slides, parce qu'on n'a pas nécessairement le temps d'y rester trop longtemps. Et par ailleurs, je ne suis pas épidémiologiste, donc je ne vais pas, on va dire, détailler ces résultats, mais pour vous dire que, par exemple, une des conséquences des sécheresses extrêmes qu'on a en France, c'est les feux de forêt. Ces feux de forêt, ils sont associés à des taux de mortalité plus élevés sur le plan cardiovasculaire et sur le plan respiratoire, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont très visibles à la suite d'événements de type incendie et feux de forêt, et qui sont en lien, bien sûr, avec la qualité de l'air. On a aussi des enjeux d'habitabilité sur certaines zones de la planète. Alors, ce n'est pas là nécessairement la France métropolitaine, mais néanmoins, c'est quand même important de l'avoir à l'esprit. Pourquoi? Parce que la chaleur n'est pas le seul problème. Vous avez aussi le taux d'humidité associé qui peut être un sujet. Donc, à 1,1 degré, vous avez déjà certaines zones de la planète, donc surtout la bande équatoriale et puis une partie de l'Amérique du Sud, qui a des problèmes de chaleur plus humidité combinée. Donc, 100% d'humidité, vous dépassez à peu près 36 degrés, le corps ne transpire plus. Et donc là, vous avez vraiment des problèmes pour vivre à l'extérieur ou travailler en extérieur. Parfois, ça peut être létal. Donc voilà, donc nombre de jours, le pronostic vital est engagé. Déjà, à l'élévation qu'on a aujourd'hui,
il y a parfois, dans certains endroits du monde, vous avez déjà un tiers de l'année qui est concerné, sachant que ce n'est pas exactement des endroits sous-peuplés, hein. On a déjà, que ce soit l'Afrique de l'Ouest et surtout, on parle beaucoup d'Afrique pour la population, mais en fait, la population aujourd'hui, elle se trouve là, hein. Une grande partie de la population humaine qui est en Asie du Sud et du Sud-Est. Et là, vous avez effectivement des enjeux qui s'accroissent terriblement avec des scénarios de type 2+7 degrés, qui ne sont pas des scénarios complètement délirants si on regarde aujourd'hui l'inclinaison des courbes du business as usual de nos politiques climatiques. La même chose sur les sécheresses et les pertes de récoltes, de production liées aux sécheresses. Donc, vous voyez que les pertes de récoltes liées au climat et plus spécifiquement aux sécheresses, parfois ça peut être d'autres événements climatiques extrêmes, augmentent avec le temps en fréquence et en intensité. Et ça, bien sûr, ça cause des problèmes de santé, de malnutrition, notamment à travers le monde. Et il ne faut pas penser qu'en Europe, on n'est pas concerné, hein. L'Espagne a perdu quasiment la moitié de sa production céréalière cet été. On est quand même passé par des températures assez incroyables avec presque 48 degrés en Italie, hein. Donc, évidemment, les récoltes traditionnelles, même en Europe, ne tiennent pas le choc, hein, sous ce type de température. Ça, c'est aussi l'évolution de la propagation du moustique tigre, hein. Donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, avec ces possibilités donc, de propagation, d'installation sur plusieurs mois de l'année. Et effectivement, plus il fait chaud, plus l'Europe est concernée par l'installation de ce type de vecteur. Enfin, un schéma, je suis désolée, c'est en anglais, il faut que je le traduise, je le sais. L'installation également, enfin les problèmes de santé mentale. Alors, le problème de santé mentale, vous en avez de plusieurs sortes. Vous allez avoir ce qui concerne un petit peu la solastalgie, c'est-à-dire la destruction des environnements et de tout ce qui est repère en termes économiques, sociaux, etc., liés à ces environnements-là. Vous pouvez avoir des problèmes de santé physique qui impactent ensuite la santé mentale. Il ne faut pas oublier que le cerveau fait partie du corps, ce n'est pas une entité à part, hein, donc ça fonctionne tout à fait avec le reste de nos organes. Et puis, vous allez avoir aussi les liens avec l'éco-anxiété qui sont très présentes, notamment dans la jeunesse européenne. En ce moment, on a quelques études qui montrent que l'éco-anxiété monte, notamment chez les publics jeunes. Et puis après, vous avez un certain nombre d'effets directs dans l'ouvrage coordonné par Sam Myers sur santé planétaire. Vous avez toute une partie sur la santé mentale et vous pouvez voir que, par exemple, la criminalité augmente avec l'augmentation des températures, hein. Donc, on a aussi des décompensations psychiatriques qui augmentent avec l'augmentation des températures, peut-être en lien avec la déshydratation, on ne sait pas exactement. Mais voilà, donc, grosso modo, le changement climatique n'est pas une très bonne nouvelle pour le profil psychiatrique des sociétés. Et ça, c'est un peu la conclusion, c'est de dire qu'il n'y a pas vraiment de domaine, hein, quelle que soit la région du monde, où le changement climatique est une bonne nouvelle pour la santé, hein, que ce soit les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, la santé mentale, etc., etc. La sédentarité ou non des populations. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une urgence, hein, en santé à prendre en considération ces enjeux climatiques, sachant bien sûr, pour côtoyer beaucoup de mes collègues épidémiologistes, que le climat n'est pas le seul problème de la santé, loin s'en faut. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, à T0, c'est peut-être même pas le plus important. Néanmoins, il est très lié avec beaucoup d'autres problèmes de santé publique. Rien que les maladies vectorielles en sont un exemple. Et donc, c'est tout à fait intéressant de s'attaquer à ce sujet de manière intersectorielle et croisée. Alors, rapidement, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voulais vous montrer une publication qu'on a réalisée avec des collègues sur la question de la consommation énergétique par personne dans les systèmes de santé et l'indice de qualité et d'accès aux soins qui était associé. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une relation, hein. Plus vous consommez d'énergie par personne dans un système de santé, meilleur est votre accès et votre qualité des soins. Mais en fait, il y a un effet de plafond, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous allez consommer beaucoup plus d'énergie que votre indice de qualité et d'accès aux soins sera meilleur. Alors là, je donne l'exemple, par exemple, de la France et du Japon. Vous avez quasiment un facteur
entre les deux, et pourtant vous avez le même niveau d'accès de qualité des soins. Alors ça ne veut pas dire que nous on est très doués et que les autres sont très nuls. Ça peut être tout à fait lié à la géographie du territoire, au fait de devoir affronter, par exemple, le Japon climatise davantage ses bâtiments depuis plus longtemps que nous. Il doit aussi faire face à plus de froid. Il doit aussi faire face à des événements sismiques. Donc peut-être que tout ça, ça entraîne en fait globalement une consommation énergétique qui est plus forte de base, de par la structure du pays. Si on regarde la Suisse, ce sont les transports qui jouent beaucoup. Donc les gens qui viennent se faire soigner en Suisse en avion, ça va impacter l'empreinte par patient du système de santé. Donc on n'a pas été regardé dans le détail, on n'a pas les explications de pourquoi il y a autant de différences entre les pays. Néanmoins, on est capable de dire qu'il y a un effet de plafond et qu'à un moment donné, consommer toujours plus d'énergie ne nous permet pas d'améliorer la qualité et l'accès aux soins. Alors, au niveau de l'empreinte carbone du secteur de la santé français, maintenant, on a réalisé cette étude, une première estimation sur la base de la littérature en juillet 2020, au tout début de la crise Covid. Et puis en 2021, on a sorti donc le premier rapport sur l'empreinte carbone sur la base des estimations qu'on a pu réaliser. Donc je ne vais pas ici vous décrire la méthodologie parce que ça serait un peu long. Je vais directement vous donner les résultats et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc cette empreinte carbone du secteur de la santé français, il est estimé avec une révision de 2023 parce qu'on a complété l'empreinte autour de 49 millions de tonnes équivalent CO2. Alors ça parle peut-être pas dit comme ça. C'est à peu près 8% de l'empreinte nationale, donc c'est quand même assez significatif. Plus de 85% de ces émissions sont dites indirectes. Elles n'ont donc pas lieu dans l'hôpital, par exemple, ou sur le lieu de soins de manière générale, mais ça va être plutôt la conséquence de flux, de choses qu'on va acheter, notamment ou des flux qui vont sortir, par exemple les déchets qu'on va devoir aller faire retraiter ou les déplacements des personnes. Et puis, on estime qu'environ la moitié de ces émissions seraient dues aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Aujourd'hui, il y a un gros point d'interrogation sur cette question des médicaments et des dispositifs médicaux parce qu'on n'a pas, loin s'en faut, toutes les analyses de cycle de vie des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc, on fonctionne avec une méthodologie qui s'appelle l'équivalence monétaire, c'est-à-dire qu'on va considérer que tant d'euros de médicaments représentent tant de carbone. Alors ça, évidemment, ça a un certain nombre de limites. Déjà parce que tous les médicaments ne se ressemblent pas. Donc, considérer qu'un Doliprane et une injection d'immunothérapie, c'est exactement la même chose, évidemment, ça pose question. Ça ne permet pas aussi de comparer les médicaments entre eux. Ça ne permet pas de comparer les parcours de soins entre eux. Et donc, c'est assez limitant et c'est pour ça qu'on a aussi décidé de travailler sur cette question de l'industrie et de l'empreinte carbone des médicaments en premier, puis des dispositifs médicaux dans un second temps. Le ministère aussi s'est engagé dans cette voie avec la Direction générale des entreprises qui a lancé un appel d'offres auquel a répondu une personne. Alors, je ne sais pas si c'est officiel, du coup, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Des personnes qui sont spécialisées dans l'empreinte des cycles de vie des médicaments. Et l'idée étant donc de travailler à une méthode qui soit opposable. Parce qu'aujourd'hui, en fait, chaque industrie pharma, si elle veut, elle fait son empreinte carbone à elle, celle qu'elle décide de faire. Il n'y a pas vraiment de méthodologie opposable sur cette question de l'empreinte carbone. Le périmètre que vous choisissez, il est à discuter un peu selon ce que vous avez envie de prendre. Les données que vous utilisez, c'est variable, l'origine, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une méthode qui soit un peu opposable sur cette question des médicaments. Si on regarde la répartition de ces émissions, vous pouvez voir que sources fixes et mobiles de combustion, c'est des mots savants pour dire chauffage à base d'énergie fossile. Et vous avez aussi le fuel de la flotte de véhicules qui est considéré dans le scope 1, puisque la flotte appartient à l'hôpital. Vous avez les gaz médicaux et notamment les fuites frigorigènes de la climatisation qui vont se retrouver ici, dans ces 2%. Vous allez avoir les réseaux de chaleur et de froid, donc hors fuel consommé par les bâtiments, et la production d'électricité qui est assez basse en France. Vous allez avoir des choses beaucoup plus variables en fonction des pays parce que tout le monde n'a pas 70 ou 15% d'énergie nucléaire. D'ailleurs, si vous regardez l'évolution du NHS, vous pouvez constater qu'ils ont fortement baissé ici leur scope 2, parce qu'en fait, il y a eu une politique
décroissance de l'intensité énergétique, de l'intensité carbone, pardon, de l'énergie du pays depuis une vingtaine d'années maintenant, qui fonctionne assez bien et qui du coup se répercute sur tous les secteurs, dont la santé. Et puis, vous avez une grosse baisse des émissions de gaz liées aux gaz médicaux, puisque vous avez aussi eu une politique assez forte en faveur de la baisse des gaz médicaux les plus polluants. Et puis, pour tout le reste, vous voyez que ça peine terriblement à baisser quand même. C'est-à-dire sur la partie médicaments, buildings, établissements, bâtiments, etc. C'est un petit peu plus difficile et on sent que là, on tape dans le dur du sujet et que ça devient compliqué de faire baisser ces émissions. Alors, au niveau des achats des médicaments, des dispositifs médicaux, vous les retrouvez ici, donc ils sont assez imposants. Vous avez ensuite l'alimentation, qui est une part importante de ces émissions du secteur de la santé. Les déplacements pour les usagers et visiteurs et les professionnels ensemble, c'est à peu près 13%. Les immobilisations, donc vous avez l'amortissement des bâtiments, etc. Puis vous allez avoir le numérique là-dedans, qui représente déjà la moitié. Donc à peu près 4% de l'empreinte du système de santé aujourd'hui, c'est déjà du numérique. C'est pour ça qu'on pourra revenir sur la question tout à l'heure, si vous le souhaitez. Et puis les déchets et les autres services autour de 5%. Donc nous, on a proposé dans notre rapport une feuille de route avec un certain nombre de prérequis qui sont déjà aujourd'hui en voie d'être, on va dire, j'allais dire résolus, mais en tout cas pris en compte dans les politiques nationales. Par exemple, les bilans de gaz à effet de serre, les BGES 3 scopes, ça y est, c'est désormais pris en compte depuis le 1er janvier 2023. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, en fait, vous n'aviez l'obligation de publier quand vous étiez un hôpital que le scope 1 et 2 de votre bilan de gaz à effet de serre. Alors, le scope 1 et 2, vous l'avez remarqué, c'est même pas 15% de l'empreinte. Enfin, c'est autour de 15% de l'empreinte. Donc, en fait, ça passe à côté de beaucoup d'émissions carbone. C'est compliqué d'avancer avec juste cette vision-là. Donc, maintenant, on a les 3 scopes qui sont obligatoires plus ou moins, à quelques détails près. Les enjeux de formation aussi du personnel. Et là, c'est pareil, que ce soit au niveau des managers des établissements, des fonctionnaires hospitaliers d'une manière générale et des professionnels de santé, notamment des médicaux, vous avez des formations qui se mettent en place. Alors, soit elles émanent spontanément de médecins. Moi, je connais pas mal de jeunes médecins. Le docteur Marine Sarfati, qui a mis en place le module santé et environnement, accessible d'ailleurs en ligne, si vous souhaitez y avoir accès. Et puis d'autres personnes, je pense à Paul-Simon Pugliesi, à l'Université de Bourgogne, et beaucoup d'autres, bien sûr, Laurent Zelikevitch à la PHM, etc. Enfin, je ne veux pas oublier tous nos collègues, mais qui travaillent à la formation aujourd'hui des jeunes médecins sur ces sujets. Les ACV, c'est les analyses de cycle de vie des médicaments et des dispositifs médicaux. J'aurais presque pu mettre aussi un pouce vert puisqu'on avance quand même sur ce sujet avec cet appel d'offres qui a été lancé par la DGE. Sur le système de santé dans sa globalité, on avait aussi proposé des éco-scores pour avoir de la visibilité sur notamment les médicaments et les dispositifs médicaux, orienter aussi les projets de recherche vers plus de soutenabilité, pourquoi pas de sobriété, et voilà, toujours prendre en compte aujourd'hui dans les projets de recherche, même médicaux, l'empreinte environnementale de ce projet. Et puis enfin, vous avez les mesures spécifiques associées au bilan carbone habituel et aux postes, notamment les plus émissifs. Alors, oui, ça, c'est nos papiers, si vous souhaitez aller en lire davantage sur les papiers publiés, où certains sont en cours de rédaction sur les questions notamment de formation. Alors, cette évolution, ça ressemble à quoi? Ici, c'est l'empreinte 2020, à peu près. L'empreinte autour de 51 millions de tonnes d'ici 2050, si on ne fait rien. Et puis, vous avez l'ensemble des postes qu'on a explorés avec un certain nombre de mesures. On a quantifié le carbone qu'on pourra éviter. Donc, c'est ça qui est un petit peu le plus du rapport par rapport à ce qu'on avait pu trouver dans la littérature internationale. C'est qu'il y avait des évaluations ponctuelles sur telle ou telle chose pour savoir combien ça permettait d'éviter de carbone. Mais c'est vrai qu'une vision globale avec un ensemble de mesures, on n'avait pas vraiment ça en main. Donc, on a essayé de fournir cette feuille de route-là. Donc, sur on va dire, les postes classiques hors médicaments et dispositifs médicaux, on arrive à une baisse de moins de 30%, à peu près 27%, c'est déjà très bien. Mais ça ne nous permet pas d'aller jusqu'à notre objectif de moins 80%, qui sont, je rappelle, les accords de Paris pour rester en dessous de 2 degrés. Ouais. Même pas de 1,5.
1,5, il faudrait que ce soit moins 90%. Donc, rester en dessous de 2 degrés, ce qui est un impératif, hein. Moi, je trouve que déjà 1,5, ça ne me rassure pas. Aller jusqu'à 2 degrés, je trouve que c'est déjà tout à fait audacieux. Et je pense que chaque dixième de degré compte, comme dit Valérie Masson-Delmotte, et je pense qu'il faut absolument éviter de les atteindre. Alors, pour les médicaments, on avait donc 2 types d'actions, soit soutenir la réduction du gâchis, et là, on a pensé notamment au conditionnement, donc à des actions que peuvent mener les industriels sur les conditionnements qui ne sont pas toujours adaptés aux prescriptions, etc. Et puis, deuxièmement, bien sûr, la baisse de l'intensité carbone des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc, ça donne quoi? 4 types de scénarios, avec une baisse fixe pour nous des volumes. On considère que pour les médicaments et les DM, rien que sur la base du conditionnement, on peut éviter 10% de gaspillage de médicaments et 20% de gaspillage de DM. C'est sur la base d'une littérature non exhaustive hein, qu'on a évalué ça, mais tout de même. Et ensuite, vous avez une intensité carbone des médicaments qui soit ne décroît pas, donc 0%, soit décroît de 40%, soit de 60%, soit de 80%. Donc, je vais passer un peu rapidement parce que je pense que je suis déjà quasiment à mes 25 minutes. Donc ça, c'est si on ne fait rien en termes d'intensité carbone des médicaments ici. Ça, c'est moins 40%. Hop. Voilà, moins 60 et moins 80, ce qui nous semble, nous, être évidemment le meilleur scénario. Et c'est ce qui est aussi demandé par le ministère de l'Industrie, hein. Le ministère de l'Industrie demande à toutes les industries d'avoir comme objectif une décarbonation à moins 80%. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau et qui est complètement, normalement, irréaliste. Ce qui fait qu'en bout de chaîne, on est à moins 70% d'émissions avec le système de santé actuel. Et on se dit, par-dessus, on peut ajouter du juste soin, plus de prévention, plus de promotion de la santé, et donc réduire la demande et arriver à moins 80% d'émissions. Il y a des chercheurs qui prennent le problème dans l'autre sens, et c'est tout à fait intéressant aussi de le prendre dans l'autre sens, de dire on va d'abord travailler sur la prévention, la promotion de la santé, le juste soin, et ce qui reste, on va le passer à la moulinette décarbonation. Alors, c'est très intéressant, c'est sûr, mais en fait, je crois qu'on n'a pas le luxe aujourd'hui de se poser la question de par lequel on commence. Donc, je pense qu'il faut attaquer de front à la fois la décarbonation et à la fois le sujet de la prévention, de la promotion de la santé et du juste soin. Et ça, c'était une petite animation pour vous montrer que plus l'industrie, notamment pharma, fera des efforts avec nous, main dans la main, collectivement, et plus ça sera facile pour nous de travailler notamment sur la demande parce que le poids restant sur la demande sera moins important. Alors, j'essaye de terminer cette dernière partie, pas trop lentement. Donc là, je reprends un peu ce qui a été dit par Zeynep tout à l'heure. Donc ça, c'est un travail en cours qui montre, donc le papier explique la relation qu'on est en train d'écrire entre certains types de maladies et la consommation énergétique. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans les pays riches, il y a des maladies effectivement infectieuses qu'on a beaucoup moins, mais il y a d'autres types de maladies qu'on a beaucoup plus. Et cela, même en lissant l'âge, les autres conditions de vie, en fait. Donc, ce n'est pas juste parce qu'on ne meurt pas de maladies infectieuses qu'on meurt des autres maladies. Donc, c'est possible après qu'il y ait des enjeux de diagnostic. Mais c'est intéressant parce qu'une des explications qu'on peut donner, c'est qu'en fait, d'avoir accès à trop d'énergie, c'est aussi des modes de vie particuliers, de la nourriture ultra transformée, beaucoup de fragmentation sociale, etc., etc. Et ces modes de vie-là peuvent en fait générer plus de maladies civilisationnelles. Donc, il n'est pas du tout impossible que notre accès à l'énergie augmente à un moment donné, à partir d'un certain niveau, augmente les risques pour la santé, tout simplement. Après les avoir fait décroître, donc ça, c'est cette partie-là, l'augmentation des risques. Après les avoir fait décroître, quand cette énergie était utilisée positivement, bien sûr, pour un meilleur système de santé, une meilleure éducation, des infrastructures, de la prophylaxie, de la vaccination, etc., etc. Et puis, il y a l'empreinte environnementale de ce système de santé qui est dégagée directement, qui crée de la pollution, du CO2, et qui va impacter négativement la santé des populations et également aussi les infrastructures de santé. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus complexe qu'on ne se l'imagine, cette affaire-là. Il y a pas mal de, comme on les appelle, des boucles de rétroaction. Et c'est vrai que c'est intéressant. La question qu'on se pose, c'est quel est le niveau d'énergie optimum pour avoir une population en bonne santé,
mais qui ne tombent pas dans le travers, notamment des maladies civilisationnelles. Alors pour nous, la santé soutenable, elle doit être capable de résilience et de sobriété, parce que l'un sans l'autre, on sait faire, hein. Un système résilient mais qui ne soit pas sobre, ou un système sobre mais qui ne soit pas très résilient, dans le monde, on a des exemples, et malheureusement, aujourd'hui, on a besoin des deux à la fois, sinon on ne sera pas soutenable. Qui garantit la santé des populations en maîtrisant les besoins de services de santé à l'origine. Donc là, il y a un gros enjeu épidémiologique, hein, surtout en lien avec l'environnement et le changement climatique aujourd'hui, désormais, savoir de quoi seront atteintes les populations dans les années à venir, et puis essayer de basculer vers un système le plus préventif possible. La prévention, ce n'est pas que la vaccination, elle est essentielle, elle est très importante, et c'est vraiment un outil génial. Quand on fait un peu d'épidémio, le vaccin, c'est vraiment l'outil génial. Mais il n'y a pas que la prévention, il y a toute la promotion de la santé, et puis le fait de pouvoir travailler effectivement sur la pertinence, la systématisation des éco-soins, des éco-diagnostics dans les établissements, et le renforcement des politiques de prévention et de promotion de la santé. Sur tous ces sujets, on a publié ou on est en train de publier. Donc je vous invite si vous le souhaitez, vous pourrez re-regarder ce diaporama et donc prendre en note ces différentes publications. Et puis, vous pouvez aussi me contacter au besoin. Les co-bénéfices dans cette affaire-là seront essentiels, hein. L'alimentation, l'activité physique, les modes de mobilité active, la façon dont on a de construire nos habitations, de les isoler, etc., etc. Ça va devenir des enjeux en fait très forts en matière d'atténuation, d'adaptation, mais aussi de protection immédiate des populations. Un des points qui est très important, c'est que ça sert à rien, enfin ça sert à rien. Pour convaincre les populations d'une manière générale, ou même les professionnels, se projeter à 50 ou 100 ans ne sera pas nécessairement des arguments qui vont être très payants. Ce qui sera payant aussi, c'est de dire, en fait, ça marche très très bien en termes de protection immédiate des personnes. Et même activité physique, j'aurais presque pu le mettre en protection immédiate, parce que si vous voyez ce type de papier, vous comprenez que l'activité physique en soi est un moyen de s'adapter au changement climatique. Alors, on avait compris que c'était un moyen d'atténuer, parce que on va être un peu moins malade, on va pouvoir, je ne sais pas, faire du vélo au lieu de prendre une voiture thermique, etc. Mais ça permet aussi, en fait, de prévenir un ensemble de maladies, notamment les maladies non communicables, d'avoir globalement une santé physique, mentale et une préparation pour le vieillissement qui sera meilleure et qui permettra de faire face à la montée des températures. Donc, l'éco-bénéfice, ce n'est pas que de l'atténuation, c'est aussi de l'adaptation. Et en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, pour porter ces idées dans le monde de la santé, vous avez des concepts de santé planétaire, pleine santé, et le One Health qui se développe beaucoup. Donc, j'aime bien cette illustration. Je ne retrouve pas l'artiste qui en est à l'origine. Si vous l'avez, je suis très preneuse. Qui montre bien un petit peu comment fonctionne ce One Health. Il n'y a pas du tout assez de bactéries, de virus, etc., qui sont vraiment la base du sujet, mais il y en a quand même un petit peu. Et ça fonctionne très bien comme ça. Si j'enlève la personne humaine, ça fonctionne encore très bien. Par contre, si je fais ça, ça ne fonctionne plus du tout. D'accord ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Nous sommes vivants, nous sommes traversés par le vivant, et on a besoin de continuer à faire en sorte d'être traversés par ce vivant pour avoir la résilience nécessaire en tant qu'être humain et être vivant pour faire face à ce changement climatique dont une partie est déjà engagée. Donc ça, c'est la feuille de route du ministère qui a été lancée en 2023. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pourrez aller donc regarder les différents secteurs qui sont énoncés. Et puis en conclusion, je dirais qu'on a un contexte qui est quand même alarmant, hein. Moi, il y a certains matins qui sont un peu plus durs que d'autres quand je vois notamment les températures mondiales, mais qui est bien renseigné. On sait aussi qu'il y a une dépendance avérée de la santé de tous les secteurs industriels en fait, aux énergies fossiles aujourd'hui. Face à ça, en fait, il faut un ensemble d'actions qui soient coordonnées, hein, et mieux déployées. Donc, en fait, il faut que vous ayez notamment un mandat assez clair, hein, des institutions de tutelle pour pouvoir déployer ça. Il faut aussi des moyens, on en a parlé un peu des ressources, mais il faut que aussi l'accès aux ressources, que ce soit des compétences, que ce soit des ressources financières, soit aussi plus clair. Et puis, le lien avec la santé, l'adaptation, le changement climatique et la santé, ça doit être maintenant systématique de faire ce lien. Et enfin, je dirais en conclusion des propos notamment de collègues, je pense à
Alexandre Monin, Emmanuel Bonnet et Diego Landivar qui ont écrit Héritage et fermeture pour une écologie du démantèlement, où ils parlent de cette sécurité sociale de la santé, en expliquant que cette transition de la sécurité sociale, eux, ils parlent de la sécurité sociale de la transition écologique, de la redirection écologique. Ils n'aiment pas trop le mot transition. C'est une façon de dire, dans le même temps, il faut faire transitionner les secteurs, et notamment les activités régaliennes de l'État et les secteurs importants qui permettent de maintenir le contrat social. Et dans le même temps, il faut être clair sur le fait que ces secteurs-là seront soutenables et nous permettront d'opérer cette transition avec la population. Parce qu'on ne peut pas mettre la population en insécurité face à la transition écologique, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc la santé, la protection sociale, ce sont des supports essentiels à cette transition écologique. Une question qui a été posée était, va-t-il exister un critère de durabilité du matériel médical, un peu comme sur les produits électroniques? Il y a aussi un enjeu déjà de matériel réutilisable versus jetable. Donc, cette question-là n'est déjà pas réglée parce que dans certains cas, pour le risque infectieux, par exemple, vous êtes toujours orienté sur du jetable, mais tout n'est pas nécessaire aujourd'hui en jetable versus réutilisable. Donc, il y a déjà une question sur le réutilisable versus jetable et s'orienter vers du réutilisable quand c'est possible. Et après, sur la durabilité du matériel, ça pourrait venir. Ce n'est pas encore explicite dans la feuille de route, par exemple, mais je pense que c'est un point qui est intéressant, hein. Ne serait-ce que pour, on parlait du matériel numérique, vous voyez, un robot chirurgical, c'est pas loin de 2 millions d'euros. Et un chirurgien, alors j'ai pas la donnée scientifique, mais un chirurgien m'avait dit que c'était pas loin de 200 000 euros de maintenance annuelle. Donc, ça serait voilà, intéressant que sur ces objets-là, qui sont censés porter l'avenir de la santé dans les établissements hospitaliers, on ait aussi des critères de durabilité. Comment est-ce que vous voyez dans votre rapport, ou comment est-ce que vous envisagez l'implication des structures de soins? Parce qu'en termes de temps, ça peut être une activité assez chronophage de mesurer les différentes activités et leur empreinte. Est-ce qu'il y a une méthodologie que vous prenez qui serait propre aux services hospitaliers ou aux structures de soins en général? Alors, les structures qu'on suit, nous, parce que dans le cadre de la chaire, on suit bien 2 structures. Elles ont tendance à faire appel à des cabinets, hein, tout simplement. Donc, c'est après, un bilan carbone comparé à un budget d'établissement, c'est quelques dizaines de milliers d'euros en bilan carbone. Et après, donc c'est peu pour un budget de CHU, par exemple. Et la question se pose plutôt pour les petites structures. Et après, vous pouvez le répéter d'année en année. Donc, à partir du moment où vous avez la base, c'est quand même plus facile à suivre d'année en année. Moi, je trouve que la difficulté, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on compte, comment on le compte et comment on l'utilise, nous, pour en faire un outil de programmation à la décarbonation dans l'établissement. Voilà, et comment on arrive à communiquer notamment avec les professionnels de santé et toutes les personnes impliquées dans cette décarbonation qui va se passer après aux échelles des services, des unités, etc., etc. Juste un petit mot sur le Climate Action Accelerator avant de vous présenter les grandes lignes de mon propos. Donc, on est une initiative à but non lucratif basée à Genève qui nous concentrons sur l'accélération du déploiement des solutions climatiques et à la fois d'atténuation et de résilience dans les domaines surtout de la santé et de l'aide internationale. Donc, avec un certain nombre d'organisations à bord, à la fois des ONG, parfois des grandes, des plus petites, des agences aussi de programmation d'action de santé et des acteurs nationaux, notamment en zone sahélienne. Et je vais aujourd'hui, donc, on intervient en fait à différents niveaux avec des programmes pilotes en matière d'adaptation et d'atténuation. Et ces différents niveaux sont donc à la fois les services aux populations. Par exemple, comment fait-on lorsqu'on est dans un pays, par exemple dans la zone du Sahel, comment fait-on pour adapter un service de santé avec des besoins croissants donc dans des pays à revenus faibles et moyens. On s'intéresse aussi à tout ce qui est intervention verticale de santé, par exemple vaccination, nutrition.
mais aussi la décarbonation et l'adaptation des organisations elles-mêmes, avec l'ensemble de leur fonctionnement, leurs programmes, que ce soit au niveau national ou international. Et enfin, donc, on fait également un pilote au niveau d'une agence internationale de financement qui est Unitaid et qui travaille donc à peu près avec 150 partenaires. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est d'être à ces différents niveaux. Je vais me concentrer aujourd'hui uniquement sur le premier niveau avec en fait un exemple concret, opérationnel. Finalement, je vais me concentrer sur le comment. Et donc, on a notamment au Tchad, avec nos partenaires, on a travaillé avec la direction de l'hôpital d'un lieu qui s'appelle Ngouri, sur comment finalement le transformer en une structure de santé résiliente au climat et durable sur le plan environnemental. Et donc le but, il est à la fois de répondre aux besoins qui sont changeants en matière de santé, qui sont liés aux impacts, qui sont ressentis de manière extrêmement forte par la population, mais aussi de faire usage, voilà, un usage plus optimal des technologies disponibles, des approches d'organisation des soins, par exemple, et de favoriser une transition progressive, en fait, et qui soit réaliste à cette échelle. Donc, on rencontre très vite, lorsqu'on travaille sur ce sujet, un premier enjeu qui est finalement l'équilibre entre justement la résilience et la durabilité. On sait que les impacts touchent beaucoup plus les populations en situation précaire et à des ressources limitées. C'est le cas de la zone sahélienne, hein, où il y a donc à la fois il y a évidemment un problème de hausse des températures, il y a un problème d'événements météorologiques avec des pluies torrentielles qui créent des inondations et aussi de développement de vecteurs de maladies, notamment le paludisme. Et donc, je crois que le premier point, c'est de se rendre compte, finalement, il n'y a pas tellement de dilemme entre l'un ou l'autre, parce qu'on va se rendre compte, et je vais vous le montrer, que la plupart des activités concrètes à l'échelle d'un service de soins qui renforcent la résilience, en fait, contribuent aussi à la durabilité. Et on a souvent, finalement, tendance à séparer les actions, alors que, je dirais, à 80-90%, ce sont les mêmes actions qui permettent à la fois de renforcer la résilience et d'augmenter la durabilité et de favoriser un développement bas carbone des services de santé. Pardon. Donc le deuxième enjeu, c'est finalement comment on intègre le risque climatique dans une approche plus large, qui est finalement l'ensemble des risques et menaces auxquels un système de soins est confronté à l'échelle locale. Donc le climat, finalement, c'est un risque parmi d'autres, comme Laurie Marot l'a souligné. Hein, il y a le risque épidémiologique, il y a des enjeux d'accès à l'eau, il y a des enjeux d'instabilité. Et finalement, on ne peut pas isoler la réponse à l'enjeu climatique au sein d'un service de soins en population. Donc, il faut être extrêmement à la fois pragmatique et pour des raisons éthiques, il faut favoriser en fait des approches intégrées, donc ce qu'on appelle en anglais all hazards, pour renforcer cette résilience et la durabilité. Donc c'est assez essentiel parce que sinon on aboutit vite à des approches verticales techniques qui sont déconnectées d'autres enjeux parallèles. Donc pour cela, on a développé en fait un outil qui est un outil à la fois d'abord de diagnostic et de construction de plans d'adaptation, qui s'est inspiré en fait de la guidance de l'Organisation mondiale de la santé pour les structures de soins de santé, donc à la fois résilientes et durables. Mais je dirais cette guidance à l'heure actuelle est une guidance je dirais d'assez haut niveau, qui s'adresse finalement plus au ministère qu'aux structures de santé elles-mêmes,
Et donc, tout notre travail a consisté à finalement opérationnaliser cela pour que ce soit utilisable par les personnels de santé à l'échelle d'une structure locale. Et donc, on a développé notamment un outil d'évaluation de la vulnérabilité et des capacités de réponse climatique à l'échelle d'une structure de santé. Donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en relecture critique et qui sera publié au premier trimestre, à la fois en anglais et en français. Et finalement, c'est un processus assez complet avec différentes méthodes pour générer un plan d'adaptation et qui soit inclusif en fait du personnel de santé et des communautés à travers à la fois une analyse, voilà, une analyse des données, une phase d'audit et puis ensuite surtout une phase qualitative de construction de scénarios et de priorisation des actions. Et donc voilà, c'est ça qui voilà, a été développé au long du premier semestre 2024 et qui est basé sur un certain nombre voilà, de solutions génériques qui ont été identifiées et qui font l'objet d'une sélection par l'équipe de santé sur place. On va retrouver plusieurs thèmes bien connus, donc les termes liés à l'énergie, les infrastructures, les produits, mais aussi l'eau, l'hygiène et les déchets. Le personnel de santé, je crois que quelqu'un devrait enlever son micro, s'il vous plaît. Voilà. Nicole Bella. Voilà. Donc, ça concerne aussi la question du personnel de santé et puis ensuite la construction des programmes de santé pour qu'ils soient résilients. Là, donc, on parle à la fois des process, des protocoles cliniques, on parle de la préparation d'urgence face au mouvement et des interventions préventives en faveur des populations. Et en fait, et ensuite un enjeu je dirais, de leadership et de financement qui sont à mobiliser pour rendre possible cette action. Donc ça, je dirais, c'est le cadre méthodologique qui a été développé. Et maintenant, ce que je souhaiterais, c'est présenter finalement ce que ça veut dire très concrètement pour la mise en œuvre à l'échelle d'un projet particulier. Et donc, comme je disais, donc ça a été testé et c'est en cours d'implémentation dans un hôpital, je dirais, de soins secondaires à Nguri, au Tchad, donc dans la région du lac Tchad. On est à peu près à 230 km au nord de N'Djamena, une zone d'insécurité relative, avec des déplacements réguliers de population. On est dans une zone de forte insécurité alimentaire et nutritionnelle, des inondations historiques qui ne cessent je dirais, de grandir en termes d'impact, parce que le paradoxe, c'est que avec la montée des températures, il n'y a pas forcément, je dirais, moins d'eau, mais il y a le phénomène de pluie torrentielle qui est relativement récent et dont les impacts sont extrêmement importants à la fois en termes de sécurité alimentaire et de paludisme. Et donc, on a collaboré avec à la fois l'équipe du ministère de la Santé et une ONG tchadienne et une ONG internationale qui s'appelle Alima pour travailler sur leur programme et les 34 centres de santé qui sont attachés à cet hôpital. Et les étapes finalement les étapes de travail autour de cette approche, c'était à la fois constituer une équipe opérationnelle, multidisciplinaire avec ces différents groupes de personnes pour en fait faire l'évaluation de la vulnérabilité des capacités d'action climatique. Ensuite, c'était le choix des interventions prioritaires en matière de résilience et d'adaptation, dont on verra qu'elles sont, je dirais, presque intrinsèquement porteuses aussi d'atténuation et de développement bas carbone. Ensuite, la question du financement et de la mise en œuvre avec un ordre de priorité et le besoin donc ensuite d'évaluer et de publier cette transition avec l'idée d'avoir un certain nombre de projets démonstratifs. Donc on est aujourd'hui en discussion avec à peu près 5 autres organisations pour des projets démonstratifs similaires mais dans des contextes différents.
l'évaluation de la vulnérabilité, elle s'est faite à partir de différents critères qui ont permis ensuite je dirais, prioriser les solutions d'adaptation avec les 6 grandes familles, celles que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'on n'est pas uniquement sur l'aspect voilà, infrastructure, énergie, déchets, etc. Comme souvent, finalement, on peut penser que ça doit l'être, mais la partie en fait programmation de santé et personnel de santé a été vraiment clé. Et donc les critères, je dirais, pour juger de ces différentes, pour contextualiser ces solutions, ça a été quand même la visibilité et l'impact à court terme pour les populations, parce que s'il n'y a pas comme ça a été dit avant, si on est uniquement sur des projections d'actions qui ont des bénéfices à 5, 10, 20 ans, ça ne permet pas d'avoir le socle de soutien au programme. Donc, je dirais la visibilité d'une partie de ces actions importantes, la question de la durée, de la complexité de mise en œuvre, le budget, l'impact sur la résilience, l'impact carbone, les autres impacts environnementaux. Donc tout ça a été utilisé pour prioriser. Et donc je vais peut-être sauter et l'enjeu évidemment pour une structure de santé à faible moyen, ça va être très vite le caractère abordable et la facilité de mise en œuvre. Et donc, voilà, ça a donné lieu à une série d'ateliers avec les différentes protagonistes. Et finalement, ils ont choisi à peu près une vingtaine de solutions pratiques qui étaient déployables à l'échelle de leur hôpital. Et je crois que la question de justement la contextualisation locale est primordiale pour le passage à l'action. Et donc, évidemment, il y a un volet infrastructure, technologie, produit, mais finalement, on se rend compte quand on parle résilience et pas uniquement atténuation, très vite, ce qui va être priorisé, c'est finalement des choses comme, par exemple, augmenter les capacités en concentrateurs d'oxygène et surtout qu'ils puissent fonctionner malgré des tensions sur la fourniture d'énergie. Donc, on sait par exemple que les pics de paludisme accroissent considérablement le besoin de transfusion sanguine voilà, d'autres phénomènes peuvent aussi accroître les besoins des maladies respiratoires. Et donc, finalement, augmenter les capacités en oxygène, mais surtout avoir une capacité de résilience énergétique, et notamment avec des systèmes solaires, etc., va devenir clé pour ce genre de structure médicale. On va avoir tout ce qui est de l'ordre de la ventilation naturelle, donc pour éviter des conditions de chaleur insupportables à la fois pour le personnel et pour les patients. Donc ça devient un enjeu absolument majeur au Sahel comme dans d'autres régions du monde, parce qu'en fait, les structures de santé développées ces dernières années, ces dernières décennies, ne sont absolument pas adaptées aux pics de chaleur et demandent en fait sont souvent associés à des systèmes de climatisation qui eux-mêmes sont très énergivores. Donc voilà, il y a des adaptations de ce type à faire. On va avoir aussi la question de l'augmentation de la capacité d'accueil en fait des populations pendant certains pics, comme le pic du paludisme, et dans des conditions finalement correctes d'accueil qui permettent d'éviter justement les effets de la chaleur. Ce sont des choses absolument très simples, mais qui sont en fait essentielles. On va avoir la question de, par exemple, la réduction des infections nosocomiales pour les salles de traitement et les laboratoires. On va avoir aussi des mesures toutes simples comme peindre en blanc les toits pour la réflexion des rayons solaires. Donc, on sait qu'on peut gagner
de l'ordre de 5 ou 6 degrés, hein, si c'est bien fait, avec certaines peintures. Ça s'accompagne aussi de ventilation et de systèmes de climatisation low cost qui peuvent avoir de manière combinée un effet assez considérable en termes de réduction de température. Tout ça, une partie de ces interventions sont relativement peu coûteuses en fait. Si on passe à l'énergie, on va tomber sur des interventions assez classiques, hein, donc où évidemment on va tomber sur la question des panneaux photovoltaïques, mais finalement comment calculer, comment je dirais concevoir le système photovoltaïque pour qu'il puisse assurer la résilience pendant les périodes de pic et notamment stabiliser la température au niveau requis dans certains blocs. Ça peut être le soin intensif, ça peut être aussi la pharmacie pour conserver la qualité de certains médicaments. Et en fait, un des plus grands obstacles au déploiement des panneaux solaires, c'est justement je dirais, d'être associé avec des systèmes de backup pour qu'ils puissent assurer la stabilité de la température en toutes circonstances. Il faut aussi voir que dans pas mal de contextes d'instabilité, aujourd'hui, la dépendance aux énergies fossiles, en fait, crée un risque plus important que celui des panneaux solaires à cause de la volatilité des prix et des interruptions de l'approvisionnement. On va avoir tout ça, des protocoles de régulation de la consommation, hein, des températures, des détecteurs de mouvement, des thermostats, etc. Tout ça, c'est très classique. Un certain nombre de solutions dans le domaine de l'eau et des déchets. Les déchets, c'est souvent la préoccupation numéro 1 au niveau environnemental dans les pays à revenus moyens et faibles. Avec des systèmes de collecte publics qui sont très déficients, et donc avec une responsabilité accrue des structures de soins pour eux-mêmes organiser je dirais à la fois la prévention, le tri et le recyclage des déchets, et notamment avec des projets pilotes pour la récupération de tout ce qui est plastique, et notamment sachets de distribution de médicaments qui sont en plastique ou sachets de distribution de produits nutritionnels qui créent une pollution absolument monstrueuse autour des programmes de santé et d'aide dans ces zones. Sur le personnel de santé, ça va je dirais, de la formation du personnel, hein, donc à la fois donc à la compréhension des enjeux de santé durable, mais aussi des choses beaucoup plus pratiques, hein, de gestion d'énergie, de gestion des déchets, de compréhension des effets de la chaleur sur les patients et comment on peut prévenir. Donc voilà, il y a eu de très nombreuses demandes d'appui sur ce sujet. Mettre en place un comité de gestion des catastrophes au niveau local. Hein, donc, il faut imaginer qu'en période d'inondation, c'est une partie des centres de santé qui ne peuvent plus fonctionner parce qu'ils sont sous les eaux. Donc, ça demande d'imaginer en fait, je dirais, un report sur des agents de santé communautaire d'une partie des rôles de soins et de prévention. Donc, un élément important, création d'un comité d'hygiène. Et enfin, sur la partie programme de santé, ce qui est apparu comme clé, donc c'est le renforcement de la banque de sang, et notamment la sensibilisation au recrutement des donneurs, la fourniture des réactifs. Et un petit peu comme l'oxygène, en fait, la banque de sang joue un rôle absolument clé dans la réduction de la mortalité liée au pic de paludisme. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il ne suffit pas simplement de dire on va aider les systèmes de soins à améliorer leur infrastructure pour des vagues de chaleur, etc. C'est-à-dire si on n'adresse pas en fait la cause première de la mortalité et qu'on ne prend pas des mesures
d'ordre aussi clinique pour faire la différence, évidemment, ça fait peu de sens pour le reste du programme. Des actions préventives, distribution de moustiquaires traités, les pulvérisations d'insecticides là où c'est pertinent, services d'ambulance gratuits pour la référence des enfants et notamment les urgences obstétriques qui sont extrêmement affectées, notamment quand l'accès devient beaucoup plus compliqué en raison des phénomènes, des événements extrêmes météorologiques. Et puis tout un package d'interventions préventives, notamment sur la malnutrition et la vaccination, qui a des effets considérables sur la demande de soins hospitaliers, comme ça a été dit précédemment, et qui permet de la circonscrire. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour montrer finalement toute la diversité d'une approche opérationnelle concrète à l'échelle d'un hôpital secondaire voilà, dans un pays à revenu faible ou moyen. Beaucoup de ces raisonnements peuvent être tout à fait adaptés aussi, je dirais, pas nécessairement dans leur contenu précis, mais dans leur approche à des structures de soins également en pays à plus haut revenu. Voilà. Et donc ensuite, un enjeu de sensibilisation des communautés, notamment sur sur les questions de risques sanitaires liés au climat, mais à côté de bien d'autres menaces et dangers. Et enfin de la préparation aux urgences avec des plans de contingence pour pouvoir augmenter la capacité de réponse d'un hôpital face à certains scénarios. Et d'une manière générale, tant sur la question des approvisionnements de médicaments et de matériel que sur des installations. C'est assez fondamental si on veut limiter les impacts pour les populations. Voilà. Sur la partie leadership et financement, finalement, une structure de soins fait partie souvent d'un tout. Hein, donc, ça peut être évidemment fait partie d'un ministère de la Santé qui lui-même a des plans en cours de développement sur comment transformer les systèmes de soins à plus large échelle. Ça peut être en conjonction avec aussi une ONG internationale. C'est le cas ici avec Alima, qui a sa propre feuille de route climat et environnement. Et donc, ce qui fait le lien avec aussi les enjeux d'approvisionnement et de transport, etc. Et enfin, l'importance d'évaluer la mise en œuvre et ça a été dit tout à l'heure, mais finalement d'avoir aussi une estimation de coût qui est relative à ces différents modules qui peuvent être déployés, sachant qu'une grande partie de ces modules donc, sont à bas coût. Il peut y avoir même des gains et des économies à moyen terme, et certaines demandent de l'investissement qui peut être lissé dans le temps. Donc, c'est un petit peu voilà, c'est une étape suivante pour nous, à la fois d'avoir plus de projets démonstratifs dans un nombre de contextes différents. Là, ça a été beaucoup adapté à un hôpital secondaire. Il y a un projet similaire qui a lieu avec la province, avec l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud pour les districts de santé primaire. Et on est en discussion aussi avec d'autres organisations. Donc, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, dans ce domaine, en fait, l'intégration à la fois des enjeux concrets pour les populations et des bénéfices c'est assez instrumental. Hein, d'autant plus qu'on est dans des zones où la sensibilité aux impacts est très très forte. Il y a parfois ce débat, notamment dans les pays du Nord. Est-ce que finalement, ces enjeux climatiques ou même l'atténuation sont des préoccupations premières pour des populations dans des zones à faible revenu? La réponse est clairement oui.
souvent de manière même encore plus forte que dans nos sociétés. Et ce qu'on a vu tout au long de ce travail, finalement, c'est un assez grand enthousiasme des personnels pour avancer sur ce sujet. Le besoin d'adaptation contextuelle et d'inclusion des personnels et des communautés dans la priorisation, c'est clé. On ne peut pas être uniquement sur des mesures standards, hein, c'est-à-dire qu'il y a la priorisation doit être locale. Finalement, le besoin, au-delà je dirais, du pilote, de faire le lien en termes de mise à échelle et d'amplification avec la programmation des actions par les agences de santé internationales qui, eux, voilà, souvent raisonnent non pas à l'échelle d'un seul projet, mais à l'échelle de centaines de projets ou de milliers d'organisations à travers le monde. Alors, il y a une question qui a été posée dans le chat en 3 parties par Pierre-Marie. Donc, je vais la poser. Il est communément admis que les maladies infectieuses requièrent beaucoup de mesures de santé publique, santé communautaire. Comment avez-vous un impact sur ces aspects? Ça, c'est le premier point. La seconde question concerne l'approche par la résilience d'un système qui ne tient souvent pas compte de l'interdépendance des infrastructures avec leur environnement immédiat. Alors, on voit que dans votre cas, c'est tout le contraire. Et la question était, comment voyez-vous les liens avec l'écosystème pour une meilleure résilience? Vous avez déjà évoqué cette question, mais vous pourriez préciser. Et puis, troisième sous-question, c'était, que pensez-vous de l'approche low-tech pour les pays à revenus limités? Ouais, très bien. Bah, sur la question je dirais des investissements contre les menaces voilà, épidémiques ou épidémiologiques, je pense que tout l'enjeu ici, il est vraiment effectivement de favoriser les actions préventives qui vont réduire le besoin d'hospitalisation. Donc, ça demande là aussi, il peut y avoir des stratégies d'ordre très différentes en termes de prévention. Et ça demande, je dirais, des études comparatives sur notamment à la fois l'intensité énergétique, l'intensité carbone de ces interventions en rapport avec leur impact pour les populations et leurs coûts. Et c'est précisément notamment ce qu'on souhaite faire sur les enjeux, sur les questions d'immunisation et de nutrition qui sont clés pour une partie de ces populations. Mais ça demande vraiment de balancer. Rien que sur la malaria, il y a des stratégies très diverses qui peuvent être faites et qui sont plus ou moins intensives. Sur les infrastructures, on en a, donc, je crois que j'en ai largement parlé. La dernière question, pardon, c'était sur le low-tech, l'approche low-tech pour les pays à revenus limités. Il est absolument clair que le low-tech a toute sa place, notamment dans les pays à faible revenu. On se rend compte que c'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire une partie des infrastructures, leur design finalement implique ensuite des systèmes de climatisation pour le maintien de la température qui sont très énergivores. Et on sait très bien que par des techniques à la fois de construction, de ventilation, de réflexion des rayons solaires, de végétalisation, on peut gagner de façon très significative des degrés en température voilà, qui peuvent se mesurer en dizaines de degrés. Donc il n'y a aucun, je dirais, et même chose pour une partie du matériel. Je crois que sur les systèmes photovoltaïques, les gens sur place sont très demandeurs, encore une fois, parce que c'est quelque chose qui devient prévisible, alors que les approvisionnements, notamment en fuel, dont ils dépendent pour les générateurs, deviennent de plus en plus chaotiques, à la fois en raison de la volatilité des prix, hein, avec des prix parfois multipliés par 2 ou 3 au cours de l'année, et qui du coup créent des interruptions de services de soins pour la population. Si vous deviez résumer la force de votre démarche, qu'est-ce que vous mettriez en avant finalement pour convaincre des systèmes de santé de pays industrialisés de l'adopter, pardon.
Ouais, évidemment, ça demanderait une adaptation de la méthodologie, mais je dirais les grands blocs méthodologiques sont, sont, devraient être a priori être les mêmes, avec évidemment des actions qui peuvent être différentes. Mais les grands blocs, c'est effectivement le diagnostic de base qui ne se résume pas à l'empreinte carbone, mais aussi aux pratiques et aux enjeux de santé de la population et de l'infrastructure, etc. C'est la concertation avec les équipes de soins je dirais, des représentants de patients pour bien comprendre justement quelles sont les actions prioritaires, parce que je dirais parmi un catalogue, certaines peuvent être pertinentes, d'autres beaucoup moins localement. Et ensuite probablement ce qui est nécessaire et qui a été dit par les deux précédentes intervenantes, ça va être le besoin de documenter les coûts associés à des différents modules, parce qu'il est très probable qu'une majorité de ces modules sont finalement abordables à des coûts relativement modiques. Il peut y avoir parfois des économies, parfois des petits investissements. Et d'autres, par contre, demandent effectivement des moyens plus conséquents. Mais je dirais, l'économie de la transformation est clé. Zeynep Or et Laurie Marot ont beaucoup parlé de l'importance de la prévention primaire et de la promotion de la santé à des fins d'atténuation. Et lorsque Laurie et Kevin Jean, qui est un habitué de ce séminaire, ont partagé la feuille de route pour décarboner la santé, j'ai remarqué que Kevin avait semblé déplorer que la prévention primaire soit insuffisamment représentée dans cette feuille de route. Donc là, il y aurait peut-être quelque chose à discuter. Peut-être, je sais pas, on peut dire un tout dernier mot là-dessus, et puis avant de se séparer. La prévention y manque, mais pas que, hein, c'est un peu limité quand on voit le feuille de route anglaise versus le feuille de route. Bon, Laurie peut dire mieux que moi le processus, peut-être ça va être enrichi, mais c'est une démarche tous ensemble, à la fois changer les pratiques, c'est bien de décarboner, mais c'est comme le feuille de route français se concentre sur le parti droite dans notre cadre d'analyse des interventions vertes, mais rien de systémique, notamment pour changer justement les besoins de soins, la prévention primaire. En plus, Laurie, elle a bien expliqué, il y a des co-bénéfices tellement c'est pour ça qu'en tant qu'économiste, je pense que nous, on doit investir à monétariser ce type de co-bénéfices parce que quand on pense à la consommation de sucre, le problème de diabète, c'est quand même devenu le numéro 1 de problèmes de santé, pas qu'en France, mais dans des pays, dans tous les pays développés. D'une part, il y a une surconsommation qui est néfaste pour la santé, qui provoque des besoins de soins multiples. Et voilà, la prise en charge a un coût environnemental et en même temps la production de toutes ces nourritures aussi. Donc en réduisant, en fait, en inversant un peu les comportements, la façon de vivre et manger, à la fin, on assure qu'on a un environnement, on a une planète à vivre et on laisse une planète vivable pour nos enfants, mais aussi on peut améliorer tout de suite maintenant, comme disait Laurie, notre façon de vivre. Oui, juste pour compléter, la feuille de route, je pense qu'elle a un esprit un petit peu infrastructurel, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'infrastructure, des bâtiments, que couvre en fait le système de santé en matière de financement aussi. Et le système de santé, il couvre pas la construction de pistes cyclables, la régulation de l'alimentation. C'est pas lui qui va gérer ça en termes de décideur en fait. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus travailler en transsectoriel sur ces sujets. C'est pas simple hein, pour avoir discuté avec des personnes de l'IGAS, hein, de l'inspection sanitaire. Il faut aller s'adresser au ministère de l'Agriculture, par exemple, ou ou de l'agroalimentaire. Donc, tout ça, c'est des questions tout à fait, comme le disait Zeynep, plus systémiques et qui réclament surtout, et ça, c'est des papiers qu'on constate aujourd'hui, d'intégrer la santé systématiquement dans les politiques climatiques aujourd'hui. Et ce n'est pas nécessairement le cas. On parle d'adaptation des territoires, on va parler d'atténuation de l'effet du climat, mais on ne va pas forcément faire le lien avec la santé publique. Si ce lien avec la santé et la santé publique était toujours fait de façon complètement systématique et plus directement, je pense qu'on aurait des leviers plus forts avec des mandats plus clairs et plus de ressources associées.